Bonjour, bienvenue à tous. Je suis Delphine Arrogabé, la responsable de l'abbaye d'Artous, propriété du département des Landes depuis 1964. Alors, je suis très heureux de vous accueillir ici pour cette conférence qui va porter sur le thème du chantier médiéval d'Artous. Elle va vous être présentée par Stéphane Abadi et par Pascal Varengo. Alors, le département d'Artous souhaite, au travers de ses actions dans le domaine du patrimoine, contribuer à la recherche scientifique et à sa valorisation auprès d'un public le plus large possible. Là, à l'abbaye d'Artous, la recherche scientifique va porter sur deux domaines, soit le monument historique, l'abbaye, soit les collections archéologiques. Ces collections font de l'abbaye d'Artous un musée de France. Aujourd'hui, à travers cette conférence sur le chantier médiéval, on va parler du monument historique et de son histoire et de son architecture. Alors, grâce à cette conférence, le chantier médiéval d'Artous, qui a été fondé par les Prémontrés au XIIe siècle, va vous être révélé, vous allez le voir. Cette conférence, en fait, fait suite aux recherches menées par Stéphane Abadi pour le département des Landes entre 2018 et 2019. Ces recherches sont particulières puisqu'il y avait peu d'archives. Il a fallu donc qu'il s'intéresse, il va le dire, au bâti, en élévation notamment, pour connaître on va dire, la construction de cette abbaye. Et grâce à son travail, nous avons pu, au département, éditer l'ouvrage sur l'abbaye d'Artous aux éditions Le Festin. Mais surtout, nous avons voulu aller plus loin, surtout aujourd'hui. Et nous avons voulu en fait confronter les recherches scientifiques menées par Stéphane Abadi, qui est docteur en histoire médiévale, spécialiste des Prémontrés, c'est l'ordre religieux qui a fondé Artous, au regard et à l'approche technique d'un artisan spécialiste du bâti ancien, M. Pascal Varengo, qui est compagnon des Devoirs Unis, et qui, avec son association, qui est l'association des bâtisseurs du Moyen-Âge à nos jours, a bien voulu, à travers une résidence scientifique qu'il a menée à l'abbaye d'Artous en 2023, travailler sur les propositions qu'avait menées Stéphane Abadi. En fait, on a une confrontation entre le regard d'un universitaire et le regard d'un artisan spécialiste du bâti ancien et de la construction. Et c'est cette confrontation, c'est une confrontation bienveillante qui a, je vais dire, travaillé, œuvré et vraiment a motivé la recherche. Et c'est une recherche qui, à la fin, est commune. Alors pour nous, le département des Landes, le but derrière, c'est de pouvoir, à travers ces recherches, les traduire pour de la médiation scolaire, notamment. Et on va pouvoir proposer de nouvelles médiations pour les enfants du territoire et des Landes qui vont porter désormais sur les mathématiques, sur la géométrie et notamment sur la géométrie dans l'espace. Donc c'est toute une nouvelle approche qu'on va pouvoir proposer à l'abbaye d'Artous, mais que les guides aussi vont pouvoir traduire dans les propos de visite. Vous allez voir, on va parler de mathématiques, c'est assez complexe, de géométrie dans l'espace. Tous ces éléments vont pouvoir être retraduits pour les scolaires à la médiation d'Artous, mais aussi pour le grand public. Alors la conférence va durer à peu près 1h15. Ensuite, ils répondront tous les deux à vos questions. Elle va être filmée et donc vous allez pouvoir la retrouver sur la chaîne YouTube de l'abbaye d'Artous et sur notre site internet. Je vais vous demander de bien éteindre vos téléphones portables et je vais vous souhaiter une très agréable conférence. Merci. Bien, bonjour à tous. Nous allons donc vous parler d'architecture, de patrimoine et de mathématiques, en espérant que vous passerez un bon moment. Bonjour à tous. Donc, c'est un peu plus fort que moi. Quand je voyage ou que j'aille, j'ai une sorte de caisse à outils. Et pour les conférences, eh bien, c'est un peu pareil. Donc, ça me semble un peu normal de dire d'où je viens. Et ce qui a fait que je me suis intéressé à tout ça et qui fait que je suis aussi parmi vous ici dans cette salle. Donc, je viens de Cordes-sur-Ciel, belle cité médiévale, où je restaure, je bouge des cailloux et des bouts de bois depuis en tout cas 50 ans. Cordes-sur-Ciel, c'était une vue d'avion tout à l'heure sur le précédent, et là nous avons une vue de ce que ça pouvait être en 1240. Cordes-sur-Ciel est montée en 1222, construite sur une charte de fondation, et on a un cas de chantier mené assez rondement, puisque en gros une trentaine d'années,
on va arriver à construire ce double réseau de fortification et ça nous permet de travailler sur le bâti, que ce soit finalement sur tout le Grand Sud-Ouest et évidemment ici à Artus. Alors, je remonte un peu, c'est un peu une habitude de remonter un peu aux sources de la construction. Le menhir de Dôle de Bretagne, là-bas à Chandelan, est un menhir de 300 tonnes. Et cette vue-là est là pour faire comprendre quels étaient les premiers chantiers organisés. Parce qu'on ne parle pas que de chantier, on parle vraiment d'organisation, de conception et de concept même en général. Et donc voilà, ben là nous sommes au néolithique et à cette période-là, il faut imaginer que c'était un ou deux départements qui devaient se regrouper pour monter ces pierres. Selon les archéologues, les découvertes, les travaux locaux, les quelques habitants des environs, les quelques peuplades, sociétés ne suffisent pas. C'est vraiment les premiers grands chantiers communautaires. De là, on fait un bond dans le temps, mais pour arriver aux périodes qui nous intéressent. Et pour les périodes médiévales, évidemment, c'est comme un arbre qui a des racines, un tronc, des branches. Eh bien, les racines, ou en tout cas le départ du tronc, pour nous, constructeurs, ça va être Phidias, ça va être Euclide. Euclide, c'est la géométrie euclidienne, c'est le partage d'une droite en moyenne extrême raison. Vous allez le voir un peu abondamment dans la conférence. Ça nous influe beaucoup, je pense, au Moyen-Âge. Vitruve, nous avons donc un architecte qui est là vers nous, vers l'an 50, qui nous permet d'avoir des vues de levage qui étaient beaucoup plus impressionnantes, sans doute qu'en période médiévale. Et donc, ce sont nos sources. Et Phidias est là, on va le voir plus tard dans la conférence, pour le nombre phi, finalement, qui est attribué à Phidias. Alors voilà, c'est quand on dit du travail de Romain sur l'aqueduc Pont du Gard. Nous, on a travaillé là-bas avec des spécialistes aussi, et le cubage de certaines pierres arrive facilement à 13 tonnes, pour ne pas dire plus. Et là, il fallait de la technique et des moyens de levage. Pour travailler après, alors en période médiévale, on va avoir un parti constructif qui se voit très bien sur Artus. On a un module qu'on appelle le moyen appareil. On peut avoir du grand appareil, le romain c'est le grand appareil, Artus on a du moyen appareil, et dans la construction romaine ou dans d'autres constructions, on n'a pas beaucoup d'exemples comme ça en Charente, on a des petits modules, donc du petit appareil. Et les constructeurs donc vont vraiment changer de partie. Et là on a une très belle vue de la plate-tombe de la dalle funéraire de Uliberger à Reims, où on le voit représenté avec ses outils. Donc il a à ses pieds un compas de proportion. Il va avoir aussi une équerre. Alors l'équerre, elle a, comme on le fait au Moyen-Âge, un pied de base et une coudée de hauteur. Il porte sa canne de maître d'œuvre. J'en ai amené une proposition ici. Et il tient en main une maquette. Et donc, on m'a présenté comme compagnon du Tour de France et de Suisse, donc compagnon des Devoirs Génies. Et encore aujourd'hui, dans le compagnonnage, on fait ce qu'on appelle une pièce pour nous, ou le chef-d'œuvre. Et quelque part, Uliberger est quelque part pour nous comme un compagnon qui se présente avec ses outils, avec sa maquette. Alors, on va attaquer directement dans la géométrie, puisqu'on va vous livrer un module géométrique qui est à l'intérieur de notre abbaye d'Artus. Le parti finalement géométrique va être de travailler quand même assez fréquemment sur le rectangle d'or et sur les mesures. Alors là, le rectangle d'or, ici en l'occurrence, il va être là-haut, hein, il va être ici. Les coudées, les mesures variaient selon les régions. Ça, c'est une question qui lui revient très fréquemment. Et mon travail, c'est de donner une proposition, de donner un aperçu sur ces variations qui nous gênent, mais pas du tout, du tout. Au contraire,
Au contraire, le régionalisme est très intéressant, puisque ça permet d'avoir des gens qui sont landais, on peut avoir aussi des Basques, on peut avoir des Picards, ici on est influencé par la Picardie, ainsi de suite, et ces différences, c'est magnifique. Donc, eh bien, il suffit d'être à l'aise avec, les gens voyageaient à l'époque, et nous, on va un peu voyager avec la géométrie. Donc, la mesure de base qui est souvent de référence, ça peut être ou la coudée ou le pied. Mais très souvent, c'est le pied. Encore à l'époque de Napoléon, on va parler d'un demi-pied du roi, quelque part. Voilà. Donc, nous arrivons dans une région, une mesure nous est donnée, elle peut être marquée sur une pierre, ça peut être aussi une partie qui est graffiée à la construction. On me donne la mesure du pied, je vais la diviser par 2, et là, je commence à travailler sur le demi-pied. Ce demi-pied, je vais l'élever à la verticale, on va parler d'élévation, et je vais mettre en place 2 carrés, un double carré. On a reçu des CM1, CM2 toute la semaine, on est à ces niveaux-là. Hein. Je ne vous livre pas une géométrie imbuvable et compliquée, en tout cas pas pour l'instant. Donc, en ayant mis en place ce double carré, qui n'est autre que la dimension du pied et la moitié de la dimension du pied, à l'intérieur de ce rectangle, je vais mettre une hypoténuse du rectangle, pardon, une diagonale du rectangle ou l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Ça permet généralement à tout le monde de faire un petit peu de révision de vocabulaire. Avec cette ouverture d'un demi-pied, je symblote ici, je vais avoir un foyer. On a des très beaux noms avec la géométrie, avec mon compas. Je vais piquer la pointe de mon compas ou amener finalement ma petite main, la souris ici. Donc ça va être mon foyer. Mon ouverture de compas sera toujours ce demi-pied. Et je vais partir dans l'espace, je vais symbloter et intersecter ici l'hypoténuse. Et seulement, maintenant, arrive une nouvelle mesure. Cette nouvelle mesure, je la prends avec mon ouverture de compas, mon foyer étant ici, et là je symblote sur la base, et par ces actions, j'ai partagé la base en extrême et moyenne raison. Et ça, c'est la méthode euclidienne. Si vous la regardez, c'est vraiment quelque chose d'assez simple, il me semble, en quelques coups de compas, on va partager une base en moyenne et extrême raison. Et en faisant comme ça, comme le proposait déjà Euclide, comme dans le pied, nous avons les 2 mesures précédentes, nous avons trouvé la valeur de la palme et de l'empan. Comme c'est une suite de mesures qui s'additionnent, si je prends la valeur de l'empan et que je la renvoie géométriquement après la longueur du pied, je vais trouver la longueur de la coudée. On peut faire ça avec une calculette, on peut faire ça au compas, on peut faire ça avec un bout de cordeau ou avec un compas. Et en agissant comme ça, on trouve toute la suite géométrique, vous l'avez ici en conjugaison si on veut. Après, passé cela, tout le monde sait au Moyen-Âge que dans un pied, on a 12 pouces. Et après, on peut continuer ainsi. Mais donc, voilà une proposition qui nous permet de travailler sur le pied, quelle que soit la région, et de s'adapter. Donc les maîtres d'œuvre n'étaient pas du tout perdus. Et là, ici, nous sommes étalonnés, nous avons amené des ateliers qui sont dans la cour, et nous sommes étalonnés sur le pied de Charlemagne. C'est parce que c'est une grande mesure récurrente, c'est pas la coudée de Gilbert ou le pied de Liliane et l'empan de Germaine, hein. C'est quelque part, c'est des grandes mesures qui sont des mesures régionales, et à l'époque de Charlemagne, il faudrait que je le travaille plus, mais on a le sentiment qu'il a aussi envie d'avoir vraiment un plan qui soit, avoir une mesure qui soit une mesure impériale, en tout cas, ce qui est là nous est parvenu. Ce dessin est finalement en linéaire la suite de ce que je viens de réaliser tout à l'heure. On était d'accord, j'avais le pied divisé par 2, je suis monté, j'ai mis en place un double carré. À l'intérieur du double carré, mon rectangle, je vais mettre en place ma diagonale, je remonte, je redescends et je trouve mes mesures. On n'a plus besoin de le faire. Donc là, ce que j'exprime ici, avec ce schéma,
c'est une autre manière de montrer que dans un pied, nous contenons un empan et une palme, que dans un empan, nous contenons une paume et une palme, et dans une coudée, nous contenons un pied et un empan. Et cette suite qu'on appelle la canne du maître d'œuvre ou la pige, on a plusieurs appellations pour cette proposition-là, elle a des éléments qui sont assez surprenants. Quand nous mesurons aujourd'hui le pied de Charlemagne, à l'époque, 32-36, ça ne voudrait rien dire du tout. C'était simplement la valeur du pied de Charlemagne, comme ici, nous avons la valeur d'une coudée égyptienne. Voilà, c'est retrouvé, musée de Turin, on sait que c'est telle dimension. Mais aujourd'hui, avec notre système, nous mesurons cette coudée et nous nous rendons compte qu'elle fait en plus 52,4 à cette dynastie-là. Et ici, nous lisons que nous avons une coudée de 52,36. Donc, comme c'est toujours l'arbre et les racines, on a le sentiment qu'il y a une continuité. Les savants vont s'appuyer sur des sources et des acquis précédents. Mais des choses assez étonnantes, 32,36 divisé par 2 donneront 16,18. Si on déplace la virgule, nous allons arriver à ce qu'on appelle le nombre d'or. Donc ces phi, cette notion de phi, très curieusement, serait presque lisible directement. C'est comme, vous savez, quelqu'un s'en souviennent, quelques-uns s'en souviennent encore, d'autres n'ont pas travaillé avec ça. Nous avions des règles à calcul. Donc on a une règle à calcul et on a plein d'entrées et plein de lectures différentes. La canne du maître d'œuvre, c'est pareil. C'est comme un abac, une calculette, ainsi de suite. Une autre subtilité, la mesure 52,36 en relation avec le pied, je vous ai montré pourquoi. Si nous la multiplions par 6, d'ailleurs c'est un usage multiplié par 6 qu'on fait, la fameuse rosace, l'hexagone, hop, 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 on met 6 fois la valeur du rayon sur le périmètre du cercle, donc c'est un usage assez fréquent qui a perduré aujourd'hui, eh bien on se rend compte qu'il y en a 3, 14, 16. Donc c'est comme une canne à voyager dans le temps. C'est assez curieux. Alors c'est l'objet d'une autre conférence, donc je n'irai pas plus loin. C'est un rapport avec l'unité, avec la géométrie, et quand on joue avec les chiffres, on se rend compte que pi, phi, ainsi de suite, on a des connexions. On a des connexions géométriques qui ne sont pas du tout un mystère, et pourtant on fait des émissions très compliquées là-dessus, alors que c'est tout simplement calcul géométrique. Et quelque part, il y a quelque chose d'assez rigolo, c'est que quand on soustrait le pied de l'empan, nous avons donc le pied de la coudée, nous avons l'autre valeur qui est celle de l'empan, eh bien nous nous retrouvons curieusement avec le pied de Charlemagne, avec une unité qui va faire 20 cm. Mais ça sera que sur cette mesure-là. On a en bas une canne avec un pied normand. Le pied normand, il ne fait pas du tout 32-36, il fait 31,5. Donc l'empan ne fera pas 20 cm. En réalité, c'est juste une notion d'unité qui fait beaucoup couler d'encre, mais c'est uniquement la géométrie du calcul. Et je pense que pour être un peu complet, comme nous sommes sur les cannes du maître d'œuvre... Non. Ah, autrement, tu les montres là. Alors, mon cher confrère va vous montrer d'abord la coudée. Alors, la coudée, il faudrait le... Autrement, je le fais. Hein. Voilà. Voilà, ça, c'est la coudée. Le pied, il faut faire un salto, mais vous imaginez que, donc, voilà, la valeur du pied. Après, la valeur de l'empan, nous sommes bien du pouce à l'auriculaire, voilà. La palme, tout le monde fait comme il veut, il suffit d'écarter les doigts comme un animal un peu palmé, voilà. Et après, nous avons donc la paume sans le pouce, exactement. Voilà, alors on verra après avec les questions, mais il y a une curiosité, on a une coudée similaire, mais qui est finalement découpée différemment au temps de l'Égypte ancienne. Et donc, selon les civilisations, on aura des mesures similaires, mais on va les découper différemment. Alors, je parle de ça depuis le début, en réalité. Hein, quelque part, quand je disais que nous étions avec de la géométrie euclidienne, c'est complètement le cas. Mais c'est toujours pareil, finalement, c'est qui publie
et qui laisse des traces. Donc Euclide, il a laissé de très 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 belles traces. Hein. Mais on a quelqu'un d'assez fantastique, c'est Fibonacci, donc Leonardo de Pise, qui, pour nous, c'est un bonheur aux temps médiévaux. On fait comme si j'ai la tenue, je suis voilà, comme arrivant du Moyen-Âge, d'ailleurs. Je m'en sors pas trop mal avec ça. Et donc, il est là en 1230. Hein, la grande majeure partie des publications de Fibonacci, c'est 1205, 1220, 1230, 1235. Et là, on est en plein cœur du Moyen-Âge qui nous intéresse aussi. Donc, nous avons bien un savant du Moyen-Âge. Et on a toujours tendance à mettre ça en relation avec la Renaissance. Nous sommes bien dans la même période. En 1270, juste pour petit rappel, la Sorbonne est en place, elle fonctionne très très bien. Et avant la Sorbonne, il y avait Durham, il y avait plein d'universités déjà un peu partout. En tout cas, pas mal d'endroits. Et donc là, vous avez des expressions de différentes présentations de ce qu'on appellera aujourd'hui le nombre d'or, mais qu'en ces périodes-là, on appellera la divine proportion. Là, on a des cercles divins qui vont être découpés de manière à avoir une progression géométrique dorée. Alors, tout ça, on peut le voir de façon différente. On peut le voir en disant racine de 5 plus 1 divisé par 2. Nous avons un calcul qui nous permet d'avoir directement un 618. On peut dire A plus B divisé par A égale A sur B égale un 618. Bon courage, mais l'expression est bien là. On peut aussi le faire ici, on l'a tout à fait comme je viens de vous le faire, malgré qu'on n'ait pas le même réseau, mais on comprend bien qu'on peut avoir ici le pied et là par exemple l'empan. Et alors la beauté, il y a beaucoup de beautés différentes de cette proportion dorée. Mais là, Fibonacci, c'est pour ça qu'il est aussi devenu, déjà il est célèbre parce que c'était un excellent savant, mais il a su publier et présenter, par exemple, cette spirale, et vous voyez que dans un grand rectangle d'or, si vous prenez le plus petit côté, à l'intérieur, alors je le fais un peu dans l'autre sens, hein, mais un peu exprès, vous avez le rectangle qui est là, vous prenez le petit côté, vous mettez en place un carré dans ce rectangle-là, et l'autre côté sera aussi un rectangle d'or. Donc on a, en croissant et en décroissant, des petits carrés et rectangles d'or qui vont s'adosser et s'assembler à l'infini. À l'infini. Et ça, c'est une des merveilles de la proportion dorée. On a ici une autre position qu'on appelle aussi triangle d'or, ou de temps en temps, plutôt lui, l'auteur qui est ici, Thierry de Champry, va parler du triangle sublime. Nous avons, finalement, c'est la même proposition qu'ici, mais nous avons la largeur, on pourrait dire la largeur d'un empan, nous avons la hauteur d'un pied, mais au lieu de l'avoir en verticalisation dans un grand rectangle, nous avons rabattu les deux côtés du rectangle et nous nous retrouvons donc avec un triangle phi. Ok ? Mais le nombre d'or, de toute façon, c'est le nombre d'or de la géométrie. C'est comme de la conjugaison, c'est comme un petit feu d'artifice. Soit on balbutie, soit on se laisse aller, et puis soit on progresse. Donc là, vous avez quelques expressions de progression dorée. Et Fibonacci est aussi très célèbre pour sa suite. Et pour sa suite, il a simplement dit, alors il avait des problèmes de pédagogie, lui aussi déjà à l'époque, il parle de lapin, il va dire, il a une classe, et il dit, on va voir un lapin plus un lapin. Alors le parti du problème est de dire, je vais proposer une suite où la somme des deux précédents donnera le résultat du suivant. Bon, voilà, et lui, alors si on fait 1 plus 2 égale 3, on va le voir. Donc il a fait 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, 3 plus 2 égale 5, 5 plus 3 égale 8, et on va comme ça, tranquillement, jusqu'où on veut, mais ce qu'il se passe
dans cette suite géométrique, c'est que dès que nous commençons à arriver dans des grands nombres, par exemple qu'on va être à 244 et 187 avant, quand vous divisez 244 par 187, vous allez avoir un 618 qui va se présenter de façon très, très fine. Par contre, au début, dans les premiers nombres, 3 divisé par 2, vous avez 1,5. Vous voyez, 1,5, ça commence à peine à s'approcher. Donc on va monter dans les grands nombres, vous divisez le grand nombre par le nombre précédent, et c'est de nouveau un autre chemin. Il y a un chemin qui est de faire un carré, de diviser par 2, on va le voir plus loin, et de rabattre. Il y a le module géométrique que je vous ai proposé tout à l'heure sur les rectangles d'or, et il y a un autre chemin vers le nombre d'or qui dit 1 plus 1 égale 2. 2 plus 3 égale 5, et puis quand vous avez des nombres qui sont un peu grands, là, dès que vous commencez à avoir 2 ou 3 chiffres, vous faites une division, et le nombre d'or est là. Et moi, en structure, une cheminée, je la fais comme ça. Tac, 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 et on va retrouver les éléments, et on va voir une cheminée à la proportion dorée. Donc là, c'est une illustration sortie du verbe géométrique de Thierry de Champry. Et bien sûr, autre proposition que nous n'avons pas là, on la devine, l'étoile à 5 branches, le pentacle est complètement relié au nombre d'or. Et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que racine de 5 plus 1 divisé par 2, si racine de 5, c'est pas pour rien. Donc le nombre d'or est complètement relié, et une des plus belles expressions de la géométrie dorée est évidemment de passer par cette étoile à 5 branches, qui est au passage importante pour les compagnons, aussi bien sur base de 5, et puis après aussi sur base de 6, mais l'étoile à 5 branches est extrêmement importante. Partage et transmission, partage, transmission, nous y sommes complètement. Alors avec toute cette connaissance, ces ancrages, ces sources, ces appuis, eh bien, quand nous sommes ou dans la cathédrale de Chartres ou dans la Sainte-Chapelle, quand la cathédrale de Chartres va brûler, 37 ans après, donc c'est la cathédrale romane qui brûle, 37 ans après, maintenant les spécialistes nous disent encore moins, la cathédrale est reconstruite. Bon, il reste une flèche romane, qui est plus courte que l'autre, ainsi de suite. Il y a des éléments romans qui sont restés dans cette cathédrale. Mais on a des chantiers qui sont vraiment rapides, qui peuvent être rondement menés quand il y a des moyens. La Sainte-Chapelle, dans l'île Saint-Louis, eh bien, elle va être, là c'est différent, elle va être construite. Saint-Louis va passer un marché, va faire un concours. Elle sera construite en 5 ans. Et la Sainte-Chapelle, c'est 2 niveaux. Il y a un niveau inférieur qui est assez beau, et puis on a cette merveille de vitraux qui est dans le niveau supérieur. Un autre endroit où on est allé pendant 40 jours pour des animations qui nous a permis d'en savoir encore un peu plus, c'est la cathédrale de Reims avec tous les sacres royaux. Et là aussi, il y avait incendie d'une cathédrale, et 20 ans après, donc la nouvelle cathédrale gothique, 20 ans après, 21 ans, nous allons avoir le chœur et le transept. Et le chœur et le transept de Reims, c'est déjà un beau monument, c'est un bel exemple. La plupart des grandes cathédrales, tous les grands édifices, tous les chœurs sont faits normalement en moins de 20 ans. Donc ça, c'est pour prendre juste le contre-pied. Notre-Dame de Paris, c'est presque 200 ans, il n'y a aucun problème. Par contre, à chaque fois, il y a un chœur qui est monté assez rapidement, consacré, parce qu'il y a énormément de gens qui ont donné de l'argent pour ça, et qui veulent tout de même arriver à rentrer dans la cathédrale qui correspond à leur commande. Et là-bas, voilà, il y a l'an qui est juste à côté, qui a été construit rapidement. Alors, construire rapidement, ils ont plein de moyens, en réalité. Ils ont plein de moyens. On a cette magnifique vue de Fouquet, où il parle du temple de Jérusalem, mais il prend comme exemple Notre-Dame de Paris. C'est les différents portails de Notre-Dame de Paris. Et en haut, on voit très bien un engin de levage. Alors la difficulté, que ce soit Fouquet ou que ce soit aussi Bruegel pour Cologne et d'autres présentations, eh bien, il nous manque toujours un bout de l'engin. Donc, mais nous, on a, je pense, résolu un peu la solution. Et en bas, cette vue, elle est vraiment intéressante parce que, voilà, en premier plan à gauche, nous avons un tailleur de pierre qui est en percussion lancé. Ça, vous pourrez tout à fait le voir sur les ateliers.
un deuxième qui va être en percussion frappée, donc une massette sur un ciseau ou un outil comme celui-là. Le troisième de nouveau en percussion frappée, pardon, lancée. Le quatrième en percussion frappée. Et là, au sol, tout à droite sur la vue, à gauche pour vous d'ailleurs, ou pas? Non, c'est bon. Donc, nous avons un mortelier. Et dans les comptes de construction, généralement, ce sont des mortelières. On a beaucoup de présence féminine, en tout cas chez Mortelière, il y a la tendance, et même d'autres postes sur le chantier. Encore une autre vue. Alors, toutes ces vues, là, on a une miniature du 15e, mais on a aussi des bibles du 11e, 12e, où on a des vues plus ou moins sophistiquées pour la période. Là, on va avoir quelque chose, rien qu'à l'habillement, voilà, on voit la période. Cage écureuil orientable qui se retrouve là-haut. Une vue avec des œuvriers qui sont sur un échafaudage. Et là, je vous invite aussi à passer par notre atelier, parce que nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec les vues d'éclair, mais quelque part, c'est ce qu'il faut avoir en conscience. Ce sont des clercs qui vont dessiner cela, qui vont se tracer cela. L'intérêt, là, c'est la personne qui est en majesté. C'est la grande personne en pied qui est donc le commanditaire. Devant, généralement, le maître d'œuvre arrive, il salue, et on a des plans comme ça, plan et arrière-plan. Finalement, le clerc, il veut simplement montrer qu'il y a un chantier, il y a un échafaudage, il y a des maçons, un engin et des gens qui travaillent au sol. Il ne s'intéresse pas à la sécurité du chantier, et même les garde-corps l'embêteraient. On pourra en parler en bas, mais on pense que les gens du Moyen-Âge n'ont pas envie de mourir plus que les gens du XXe siècle. Donc il va être un minimum de sécurité. Alors, cette vue-là, elle est importante parce que actuellement, j'ai 3 des personnes que j'ai formées qui sont à Notre-Dame de Paris en ce moment, en train d'équarrir des arbres, oui, pour faire les poutres de la charpente de Notre-Dame. Et un jeune qui est au levage de la charpente. Donc on est en relation avec ces chantiers-là. On l'est vraiment. On fait partie d'un collège de réflexion de bâtisseurs qui couvre la France, dont la Normandie est vraiment très forte. Et là, nous avons une vue aussi, pareil, voilà, intéressante, où on va capter nos feuillus en plein hiver. Lors des fins des cycles lunaires, la nature est resserrée sur elle-même, elle est au repos, l'arbre est captable à ce moment-là, et nous avons une autre méthode supplémentaire qui est ce qu'on appelle le ceinturage, qui permet de préparer les arbres. Mais c'est l'objet aussi d'une autre conférence. Voilà, ça c'est juste peut-être une maxime et une vue pour réfléchir à ce que pouvait être ce chantier au Moyen-Âge. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, il peut y avoir des Bourguignons, des Picards, il peut y avoir aussi, évidemment, mais qui arrivent de loin, évidemment, les trois quarts ou les 2 tiers de la main-d'œuvre, ça sera des gens du pays. Mais on a une période, on l'a dans les comptes, où les gens dont la main-d'œuvre voyage énormément. On a même un parlier qui est sur le chantier cathédral pour faire un peu les traductions pour les liens. Et cette idée de dire que tous ces gens qui ne parlent pas la même langue vont arriver que l'œuvre soit établie. Et tout à l'heure, quand je vous parlais d'élévation, eh bien là, on a une élévation avec un cordiste qui monte, il y en a un aussi dans la cour, et puis quelque part, c'est une élévation spirituelle qui est à la clé. Avec tous ces savants, toutes ces élévations, il ne faut surtout pas oublier les gens qui manient les outils et qui sont aussi sur le chantier. C'est vraiment le groupe et l'ensemble qui fait que ça soit possible. Et je passe... Quand on m'a demandé en 2017 d'étudier Artus, je me suis heurté à un énorme problème. Il n'y a quasiment aucune source médiévale pour cette abbaye. Je vous montre là la seule mention authentique qui subsiste. C'est à l'intérieur d'un cartulaire, d'un recueil de documents qui concerne la cathédrale de Dax, où il y a un inventaire de toutes les églises dépendant de cette cathédrale, et il y a marqué Sancta Maria de Artos, Sainte Marie d'Artus. On est un peu avant 1200.
Cette mention garantit que l'église existe, mais pas forcément l'église terminée. Ça veut dire qu'il y a un chevet fonctionnel avec un autel qui est consacré et qui a des chanoines. Et c'est tout. Point final. C'est pas beaucoup. Bon, j'exagère un tout petit peu, puisque on dispose d'autres documents, notamment de livres des morts, de nécrologes. C'était des rouleaux qui passaient d'abbaye en abbaye pour rappeler la mémoire des abbés, de principaux donateurs, de chanoines ou de personnages importants. Et ces rouleaux circulaient d'une abbaye à l'autre du groupement d'abbayes du sud-ouest, qu'on appelle la Circarie. Il y a 13 abbayes principales. Et on a gardé 3 de ces livres qui donnent des noms d'abbés, qui donnent des noms de quelques événements, mais pas grand-chose. Donc on a un peu de documentation, mais rien sur la construction elle-même de l'abbaye. Donc j'ai dû travailler différemment, sans utiliser de sources historiques, faute d'en avoir. Je dois préciser que normalement, en tant qu'archéologue, on doit fouiller. Sauf que des fouilles ont eu lieu ici, anciennes et problématiques. En 1970, on a fait venir à l'abbaye le Club du Vieux Manoir. On était au tout début de l'archéologie médiévale et au tout début de l'archéologie tout court. Et c'est donc un Parisien qui est venu avec une trentaine de scouts, avec des pioches et des pelles, et qui ont commencé à faire des trous partout. Et ça n'a pas été une réussite. La seule chose positive, ils ont sondé, et le responsable, qui avait quand même un minimum de compétences, a sondé dans l'église, dans la nef de l'église, et il a sorti quelques éléments intéressants. Alors pas grand-chose. Le rapport fait moins de 10 pages, avec 4 dessins, c'est pas beaucoup. Mais c'est un rapport qui raconte quand même quelque chose. À gauche, vous avez une stratigraphie du sol de l'intérieur de l'église, où on voit qu'il y a un sol inférieur, avec un sol de chaux certainement qui a été carrelé. On voit qu'il y a un niveau de démolition, et on sait que l'église a été incendiée pendant les guerres de religion, et qu'elle a été partiellement démolie et restituée ensuite différemment. Et il y a un sol d'époque moderne avec de grandes dalles, qui a été détruit ensuite au XXe siècle. Donc on voit qu'il y a quand même un sol probablement médiéval, un niveau de démolition, et un niveau de reconstruction beaucoup plus haut. C'est déjà pas mal comme information. Deuxième information intéressante, au milieu de la nef, il y avait jusque dans les années 80 un grand mur qui coupait l'église en deux, et au pied de ce mur, le responsable a trouvé la base d'une tourelle d'escalier qui permettait d'accéder à la partie supérieure de ce mur qui était en fait un clocher, puisque au XVIIe siècle, on avait décidé, c'est le plan à gauche, de sacrifier la moitié de l'église, une grande partie de la nef, pour des raisons économiques, et de ne garder la toiture que de la moitié de l'église, la plus importante, celle qui servait au culte. Dans la partie qui était en plein air à ce moment-là, dépourvue de toiture, il a identifié 2 sépultures. L'une, celle d'un enfant ou d'un carrier. La deuxième, un couple qui a été enterré là. Alors, vu la hauteur de la stratigraphie à laquelle il l'a trouvé, ce sont probablement 2 tombes de domestiques qui travaillaient pour l'abbaye, mais à l'époque moderne, au XVIIe ou XVIIIe siècle. Mais c'est déjà une information intéressante. Comme l'autre partie n'a pas été fouillée, ou très mal, malheureusement, on n'a aucune information, ou très peu du moins, sur les chanoines, sur les dignitaires, sur les gens qui ont pu être enterrés dans la partie la plus importante, celle qui était la plus proche des autels. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Il y a eu également en 2000 une série de fouilles dans la cour du cloître, pour des raisons techniques, puisqu'il fallait passer un réseau d'assainissement, notamment pour installer des toilettes aux normes, etc. Et une série de sondages, c'est-à-dire en fait de tranchées, ont été réalisées. Là, je vous ai mis une photo qui est assez spectaculaire. On est à l'arrière des toilettes actuelles, et vous voyez le mur qui est formé de briques et de chaux de ce qui était probablement la salle capitulaire. Vous avez l'emplacement ici d'un promenoir, et ici le mur bahut, le mur support d'un cloître qui est entouré avec 4 galeries toute la cour du monastère. Et vous avez également ici des pierres, et ici on le voit très bien, de plusieurs sarcophages. Là, il y en a un complet qui n'a pas été fouillé. Vous avez un deuxième sarcophage qui a fait presque du sol avec son couvercle, et vous avez des éléments d'un troisième ici. La cour, ce qui est très normal, ce qui est très logique, est remplie d'inhumations, à la fois de chanoines et de personnes enterrées, donateurs de l'abbaye. Lors des travaux des années 80, on a également trouvé dans les murs de l'église, puisqu'on a débouché un certain nombre de portes, des sculptures isolées, très intéressantes, qui sont des éléments, ici par exemple vous avez le support, un visage
qui est aujourd'hui exposé en bas dans une pièce de l'abbaye, qui correspond à un support d'une sculpture voilà, qui est un dessus de porte, peut-être du XIVe siècle, et un élément, il y en a d'autres, de modillons, qui ne proviennent sans doute pas de l'église, mais qui sont des éléments décoratifs de l'abbaye elle-même. Ça, c'est un élément qui pourrait dater du XIIe ou du XIIIe siècle. Je me suis d'abord intéressé, puisque c'était une des premières questions, à la question de l'église. Alors moi, je n'ai pas fait un travail d'artisan ou de géomètre, je me suis d'abord intéressé aux marques qu'il y avait dans l'église. Quand on observe attentivement les pierres de cette église, il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des marques lapidaires qui apparaissent, notamment ce très beau motif de fer, ou de fleur de lys, si vous préférez, qu'on trouve sur des colonnes et notamment sur des éléments très techniques de l'architecture. Et quand on cartographie ces marques lapidaires, on se rend compte qu'elles sont par série, souvent disposées par lit de pose. Vous voyez par exemple ici des étoiles, ou des formes de formes géométriques plus simples, et qu'on ne les trouve pas partout. Elles sont par zone, par espace. Donc mon hypothèse est que ces marques, qui sont connues par ailleurs, et ce n'est pas une découverte spécifique à Artus, généralement on les considère comme des marques des tailleurs de pierre, et très souvent également on constate qu'elles sont disposées par lit, parce qu'on pense que ce sont les tailleurs de pierre dans la carrière qui marquaient ces pierres pour indiquer que c'était eux qui les avaient taillées pour être payés ensuite, mais qu'en fait ils fabriquaient des pierres avec des hauteurs unifiées, ce qui permettait ensuite des poses, voilà, en faisant des séries. Voilà. Sauf que pour moi c'était quelque chose de très intéressant parce que ça me donnait une idée de la chronologie relative du bâti. Alors particularité Artus, c'est une église qui a beaucoup souffert après la Révolution française. Elle a été transformée en grenier, elle a été très largement démolie, démontée, ce qui fait que ces marques, là vous le voyez sur cette coupe, on n'en trouve que dans la partie inférieure de l'édifice. Toute la partie haute que vous voyez aujourd'hui est une restitution réalisée depuis les années 60. Donc pas de pierre pour les parties hautes anciennes, du moins identifiables, ou très peu. Idem pour la partie ouest, celle qui correspondait à un grand portail monumental qui, dès le XVIIe siècle, a été démonté, réouvert, remonté, voilà, qui a subi de très profondes transformations, dont seulement les parties inférieures sont lisibles et remontent au XIIe siècle. À droite, un exemple, là, prise sur une absidiole d'un relevé. Les pierres grises sont des pierres de remplacement, installées dans les années 60, et pour le reste, vous voyez les marques telles qu'elles peuvent apparaître. On voit des séries, mais on voit aussi des pierres plus isolées. Particularité des marques à Artus, vous avez des lettres, vous avez des symboles, mais également, là inscrits dans des rectangles, vous avez des motifs typiquement géométriques, formés de traits simples ou de doubles traits, mais extrêmement réguliers. Ce sont aussi des marques lapidaires. Et on en trouve presque autant que de lettres. Au total, au moins 24 à 26 personnes, peut-être des tailleurs de pierre, ont fonctionné sur cette église le temps de la construction. Alors, qu'est-ce que j'ai tiré comme information ? D'abord que probablement, le premier état de l'église, c'est l'absidiole sud. C'est la première qu'on voit en sortant du parking, encore aujourd'hui, en venant de Hastingues. C'est-à-dire qu'il y a dû avoir un premier étage, je l'ai indiqué ici à droite, et cette absidiole a dû servir de chapelle isolée pour commencer le culte. Très rapidement, et avec en partie la même équipe, on a construit l'abside principale, la grande abside, qui a permis d'installer probablement un premier chœur, un premier autel, et d'assurer un culte régulier. Ça a été un deuxième état, mais très rapidement après l'installation. Troisième état, on a construit l'abside nord après une période d'attente, le transept et probablement le mur de clôture qui a servi à installer les débuts du cloître. Et enfin, en deux phases successives, on a fini de construire la nef et le portail ouest. Problème évidemment avec cette méthode, ça me donne une chronologie relative, mais pas absolue. Je ne sais pas en combien de dizaines d'années ça a été construit. Mais c'est déjà un premier élément de réflexion. Éléments également qui ont été identifiés, il n'y a pas que des marques lapidaires de fabrication, il y a également des graffitis. Voici par exemple contre le fond de l'église quelque chose qui est peut-être un bateau du type de ceux qui naviguaient monoxyle sur les gaves de Pau d'Oloron avec une grande voile. Et également, ça c'est très intéressant aussi, ce qui est probablement une marque laissée par les tailleurs des colonnes sur une pierre qui était ensuite remployée en pose sur un mur, qui servait à vérifier le diamètre des colonnes en cours de taille. C'est quelque chose qu'on peut voir dans l'église encore aujourd'hui. Partant de là, quand j'ai réalisé les plans, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'éléments réguliers
et que l'église n'est pas construite par hasard. C'est un plan qui est un plan, malgré les transformations postérieures au Moyen-Âge, très régulier. C'est un très beau plan. C'est un édifice de grande taille, 52 mètres. Et c'est un édifice qui, quand j'ai voulu notamment faire des maquettes numériques de ce bâtiment, c'est un bâtiment qui est apparu avec probablement un module de construction. Quand j'ai commencé, on m'a posé la question et que j'ai commencé à travailler avec Pascal, j'ai trouvé numériquement un module. Vous voyez, là, j'ai transformé sous la forme de paquets de petits carrés verts qui semblait très régulièrement disposé à l'intérieur de l'édifice, de l'abside et aussi des murs. Sauf que, a priori, pour ce qui est de ma part d'analyse, je n'ai pas pu aller plus loin que cette partie-là. Cette mesure fonctionne aussi sur les élévations. Avec une nuance cependant, le bâtiment dans ses parties hautes a été entièrement repris et la hauteur actuelle de l'église n'est pas la hauteur médiévale. Donc à un moment donné, on perd le module. Mais il y a une régularité qui, du moins en faisant les plans, apparaissait. Alors effectivement, quand vous avez en mémoire le tracé précédent de Stéphane, il y a un découpage modulaire qui est en place, qui est récurrent, qui est bien visible. Et donc, moi je l'ai travaillé à ma manière. Ce qui s'est passé, c'est que ça s'est très vite recoupé. En tout cas pour les petites grilles comme on les voit ici. Mais finalement, ce que j'ai essayé de chercher, c'est quelle était la source géométrique en dehors du découpage, si vous voulez. L'idée, c'est comme quand on prépare un courrier, aujourd'hui c'est plutôt un écran blanc qu'une page blanche, mais le résultat est le même. Et puis, on se lance, quoi. On se lance, il y a un premier mot, une première phrase, et la géométrie, c'est sans doute pareil. Donc, moi je retravaille comme ça, un grand axe de symétrie. On partage le vaisseau en deux parties. Je m'adapte, évidemment, ma feuille n'est pas complètement blanche, il faut que je m'adapte au premier schéma où il n'y avait aucun carré tout à l'heure. Et il a fallu voir si les différentes campagnes de travaux avaient une régularité assez suivie, de manière à voir si je gardais le même module. J'ai trouvé que c'était le cas. Ici, on est plutôt en fin de campagne de travaux et on aurait une distorsion puisque ce trait-là que j'ai marqué un peu plus ardemment dépasse les descentes de colonnes sur lesquelles nous avons les grands arcs doubleaux. Nous avons des arcs doubleaux qui viennent, ils ne sont plus partout maintenant, mais on les a plutôt sur le cœur. On a toutes les nervures qui sont une partie qui est visible là-bas. Mais cette fréquence, finalement, va être assez proche de la grille géométrique sans grande distorsion. Donc, en admettant que nous avons assez peu d'écart, j'ai mis en place cette grille-là qui correspond tout à fait à ce que fait mon confrère, mon collègue. Par contre, j'ai essayé de chercher si c'était un double carré, un triple carré, un rectangle d'or, un rectangle de 1 par 1,5. Ça fonctionne très bien aussi. Je ne savais pas ce que j'allais trouver finalement. Le découpage était là pour les deux, mais quelle est finalement sa source, son équilibre, son module. Et donc j'ai fait, comme vous en avez l'habitude maintenant. Je me retrouvais, alors certes, il y a un grand rectangle ici, mais je me suis attaché donc à cette demi-travée ici, et donc, eh bien, j'ai une longueur, j'ai une hauteur, donc je vais prendre ma hauteur, je vais la rabattre ici de manière à mettre en place un carré, et je regarde ce qui reste sur le côté. Et je me rends compte que finalement, c'est un rectangle d'or. Attendez, je vais un peu trop vite, autant pour moi. Donc, j'ai bien la hauteur de mon rectangle qui va me permettre de tracer notre carré ici. Et ça va être comme sur la première vue, quelque part. Je divise la mesure par 2. Je vais travailler sur cette ouverture-là, ce segment-là, et je trace mon rectangle d'or. Ça marche pour tout le monde ? Oui ?
C'est bon, parce que c'est important, c'est finalement un peu la source. Et quelque part, il faut reconnaître que ce tracé, il est extrêmement simple. La subtilité par rapport à tout à l'heure, on nous donnait la dimension du pied. On disait, nous la divisons par 2, et je vais retrouver la coudée. Hein, vous y êtes, un pied plus un empan égale une coudée, c'est récurrent, maintenant tout le monde l'a compris. Là, la différence, je me retrouve avec un module X, et je me dis, mais qu'y a-t-il à l'intérieur? J'ai cette méthode-là, qui est de prendre le plus petit côté, j'installe un carré, je divise la base par 2, et je me lance, et en l'occurrence, il se trouve que nous avons, avec ce schéma-là, un de hauteur et un 618 de longueur. J'aurais pu très bien chercher ça et ne pas trouver ça. J'aurais, par exemple, pu avoir la hauteur de mon carré et redescendre à 1,5. Vous voyez, la géométrie, moi, elle me livre ce qui est, pour moi, assez incontestablement sur cette vue en plan. Et comme nous sommes avec une redoutable régularité, eh bien, chaque rectangle d'or compose de travées, et ainsi de suite, et nous avançons comme ça au gré des travées. Ce qui est intéressant, c'est aussi dans le parti, dans la conception, c'est que les nombres sont importants. Tout à l'heure, je vous disais, cette étoile à 5 branches. Ça pourrait faire d'autres dimensions, évidemment, c'est tellement vaste. Mais pour moi, c'est fort sympathique parce que nous avons 1, 2, 3, 4, 5 travées. Je retombe un peu sur mes pattes. J'ai mes 5 doigts de la main. Est-ce qu'il y a une quintessence? À voir, mais quelque part, pour moi, je vois un nombre, une ordonnance qui est intéressante. Donc, l'avantage, finalement, de la géométrie qui se fait encore à la main, comme ça, c'est que nous avons différents modules, différentes lectures dans l'espace. Après, avec les outils comme nous avons, il suffit de paramétrer et je pense qu'on pourra se passer de ça d'ici un moment. Voilà. Donc, vous avez eu l'expression de la recherche géométrique pour le plan, et maintenant, nous y allons pour l'élévation. Normalement, vous pourriez maintenant le faire presque à ma place. Ok, on a un grand rectangle. Alors, quand même, le problème, ça a été tellement remanié que je me demandais où aller chercher mon rectangle, par exemple, ou mon module. Ça pourrait être aussi un double, même un carré. Hein. Donc, je cherchais quel pouvait être mon module géométrique. Déjà, j'ai voulu regarder ce qu'il se passait sur le cœur. Donc, le voûtement du cœur, est-il vraiment donc en plein cintre? Ou avons-nous un arc qui serait légèrement surhaussé ou surbaissé? Donc là, c'est une recherche qui se fait au compas qui est essentielle. Et puis, je suis tombé finalement avec un module qui est circulaire, intéressant, donc qui me donne un plein cintre bien en place. J'ai un intrado, ce qu'on appelle l'intrado, le dessous de l'arc, la douelle ou l'intrado, et cette ligne-là, au moins, j'en suis certain, je vais la lancer dans l'espace, mettre une horizontale, et là, ma foi, je vais travailler sur des verticales qui vont être les grands alignements des piliers, et sur un niveau de sol qui pourrait être peut-être pris ici, là ou ailleurs. Je l'ai, le livre, hein, mais je ne garantis pas de tout avoir. J'ai été un peu appelé naturellement vers cette chapelle-là. Heureusement pour moi, c'est quand même la première, mais voilà, quoi qu'il en soit, celle-ci m'a intéressé en premier, et donc, finalement, j'ai travaillé sur ce niveau-là. Je me retrouve avec ce grand rectangle, ma gymnastique habituelle, ma foi, je prends la hauteur, le petit côté, je mets en place mon carré habituel, ma division par 2, quand je suis en train de tracer là, je ne sais pas du tout si je vais tomber pile là ou plus loin, et puis je tombe finalement parfaitement sur l'élévation droite de mon rectangle. Donc, pour moi, ce module-là est un rectangle d'or. Nous avons
évoqué tout à l'heure les altitudes de sol. Aujourd'hui, ça fonctionne bien comme ça. Il y a des différentes parties géométriques. Je trouve que c'est intéressant, et là, j'ai pas trop le choix. Je dois travailler par l'intérieur parce que c'est à peu près les seules choses que je connais. Mais on pourrait aussi envisager le module différemment, mais là, on n'a pas assez d'éléments d'édifice. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que je ne le retrouve pas dans tous les édifices. Ici, nous sommes bien dans l'église abbatiale d'Artous. Quand je suis, par exemple, à Albi ou ailleurs, je vais avoir 3 carrés les uns derrière les autres. Je n'ai pas du tout de rectangle d'or au sol. Par contre, des fois, je vais l'avoir sur l'élévation. Ce que je trouve remarquable ici, c'est de l'avoir et au sol et en élévation. Et ça continue. Ça continue. J'ai attiré votre attention sur le grand rectangle, sur son partage et la façon de contrôler s'il est doré, si c'est ce qu'on appelle la divine proportion ou le rectangle d'or à ces périodes médiévales. Et là, je me suis attaché à travailler sur le cœur lui-même. Et là, de nouveau, je vais avoir un module qui va être ici dans le cœur. Alors le parti géométrique ici, il est de dire que lorsque nous avons cette diagonale ou cette hypoténuse verte là, ici nous avons un rectangle d'or, ou ici un triangle rectangle d'or. Ok ? Donc là, je me retrouve avec un module intérieur et je me demande ce que ça donne. Donc là, ce qui m'attire ici, c'est cette corniche qui se trouve à la base des arcs. Alors là, ici, il y a un très beau nom aussi, c'est la naissance. Cette ligne-là, c'est la ligne de naissance des arcs. Voilà, autour, nous avons aussi une corniche avec les archivoltes, ainsi de suite. Et donc, je mets en place mon carré, et c'est reparti. Je vais regarder ce que ça donne, et je vais me rendre compte que j'ai un rectangle d'or. Et là, vous avez l'illustration comme on l'avait sur la spirale de Fibonacci. Un carré sera bordé par un rectangle d'or, et on pourrait de nouveau continuer comme ça. Okay, donc là, on a, dans les élévations, nous avons la même chose ici. Chapelle latérale, le petit carré, on part, et nous avons un rectangle d'or. Donc on a une très belle ordonnance, que ce soit en horizontal ou en vertical. Voilà, seule limite ici, les plafonds ont été crevés, les voûtes ont été crevées au début du XXe siècle, ce qui fait qu'il nous manque environ 1 mètre à 1,50 m d'élévation réelle. C'est la seule grande différence. Plus simple, plus accessible, un certain nombre de mesures se retrouvent simplement dans une symbolique romane qui est très bien connue, notamment parce qu'on a un ouvrage du XIIIe siècle qui a été réalisé par un évêque de Mende dans Lozère, qui s'appelle Guillaume Durand, qui explique au clair la symbolique des choses dans l'Église. On a 5 travées de chœur, plus un grand chœur architectural croisé de transept, plus un chevet, 7 travées totales, c'est le chiffre de la perfection, pardon, pas comme ce que je viens de dire, c'est-à-dire que de l'entrée au cœur, on va vers l'absolu, on va vers Dieu. Voilà, et on va au chiffre 7. Au niveau de l'abside, des triplés de fenêtres, voilà, la Trinité, le chiffre divin, avec la lumière divine qui rentre à l'intérieur. 12 travées totales, le nombre symbolique des apôtres, des tribus d'Israël. Voilà, 3 absides, évidemment. Voilà. Il y a une symbolique du chiffre simple qui se retrouve aussi de manière beaucoup plus factuelle, beaucoup plus compréhensible peut-être pour le laïc à l'intérieur de cet édifice. Donc il y a une géométrie très voulue, très contrôlée qui s'est suivie tout le long de la construction de l'édifice. C'est un édifice en pierre qui a coûté une fortune et qui a été la pièce principale de cet édifice. Parce qu'en fait, en complément de cette pierre, on a énormément investi sur le décor. Problème, le décor peint, on n'en a pratiquement plus rien. Voici le seul morceau de peinture qui subsiste à l'intérieur, un morceau de draperie feinte qui courait le long des murs inférieurs, qui était manifestement une décoration de très grande qualité. Voilà, il y avait un gros effort de travail. Là, vous avez fait la bordure d'or froid de cette peinture, il y avait une tenture blanche feinte qui passait au-dessous, et on n'a rien d'autre. Tout était peint, il n'en reste plus rien. Par contre, il subsiste, à l'extérieur comme à l'intérieur, un certain nombre de modillons et de chapiteaux sculptés qui ont un programme iconographique très riche.
Quand on arrive d'Estaing, la première chose qu'on voit, en fait, c'est à l'absidiole sud, une série de modillons, dont ces deux qui sont très parlants, très révélateurs. À gauche, deux femmes nues, dont deux serpents sortent du sexe pour aller mordre leur sein. Et elles ont un visage avec les yeux très ronds, très caractéristiques. Ce sont des femmes luxurieuses, des femmes pêcheresses. À droite, deux représentations de chanoines prémontrés, souriants, eux. L'un porte une croix, l'autre porte une manipule, c'est-à-dire une espèce de petite serviette sur le bras, et un goupillon. Ces chanoines veulent montrer qu'ils ne sont pas des moines classiques, mais qu'ils peuvent sortir dans le monde pour aller évangéliser. Donc là, la symbolique et la juxtaposition des chapiteaux est évidente. À l'extérieur, le péché, et si vous voulez être sauvé de ce péché, faites appel à nous. Autre exemple, sur l'abside centrale, une succession de 4 modillons que vous reconnaissez évidemment, c'est Adam et Ève. À gauche, le serpent, qui est une serpenteuse à longue chevelure. Le pommier, l'arbre de la connaissance. Ève qui tend le fruit, et Adam en train de s'étrangler au niveau de la pomme d'Adam, justement. Là, on a une très belle série. Donc, au niveau du chevet, cette seule série de modillons, il y en a plus d'une centaine, raconte un certain nombre d'histoires bibliques et font également la publicité des chanoines prémontrés. Voilà. Sur l'absidiole sud, on a également un certain nombre de motifs également un peu plus singuliers, des motifs végétaux, des motifs qui renvoient au ciel. On a une construction complexe qui a été étudiée notamment par Nadia Fouché, une collègue historienne de l'art. Alors, je ne vais pas vous la détailler parce que c'est un sujet complexe, mais pour faire simple, on a des représentations des vices, des représentations des vertus et intercalées dans toute cette thématique des chanoines prémontrés qui se représentent comme la possibilité d'être sauvés en suivant leur enseignement. C'est un programme théologique et même politique. On dirait aujourd'hui c'est du marketing. Et c'est absolument remarquable. Autre élément remarquable, mais plus compliqué à voir, c'est que de l'autre côté de l'église, au niveau de l'entrée ouest, celle qui était l'entrée majeure pour le public, il y avait également un décor avec un immense portail sculpté dont on ne possède malheureusement que des vestiges qui ont été retrouvés lors des travaux des années 80. Ce portail avait beaucoup souffert au XVIe siècle. Voici notamment ce qu'on a retrouvé lors du débouchage d'une porte, des éléments d'un tympan, où on voit à gauche des personnages, aujourd'hui sans tête, avec des chevaux, qui viennent porter des présents à droite à des personnages qu'on identifie sans peine, la Vierge Marie et l'enfant Jésus sur ses genoux, assis sur un trône, et probablement Saint Joseph à droite. Un personnage au milieu qui s'agenouille pour lui offrir un cadeau, ce sont évidemment les rois mages. Seul problème, vous voyez qu'il y a une petite discordance, quand on a rassemblé ces pièces, le personnage central est beaucoup plus grand, et en fait beaucoup trop grand. Les travaux de nettoyage et d'examen récents ont montré que ce personnage central, en fait, ne vient pas de cette scène. C'est peut-être un ange de l'Annonciation, en fait, c'est que ça provient d'un monument autre que ce tympan. Il a dû exister un personnage central, comme ici à Notre-Dame-du-Puy à Clermont-Ferrand, qui vous montre le motif complet. Les 3 rois mages, mais malheureusement, il nous manque cette partie centrale. Donc, idée à retenir aussi, ce décor était beaucoup plus complexe et complet qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà. Et il trouve son inspiration probablement très loin, en France ou en Espagne. Artus n'est pas un modèle isolé, n'est pas un motif isolé. On a une chaîne de motifs qui se suit parfois sur des centaines de kilomètres, comme les tailleurs de pierre et les sculpteurs qui sont venus probablement de très loin. Élément aussi à bien comprendre, le décor extérieur et intérieur se répondent. Sur l'absidiole sud, on a à l'extérieur un couple presque nu, alors malheureusement assez dégradé, un homme et une femme, que Nadia Fouché, je suis d'accord avec elle, interprète comme un couple vertueux, par opposition à Adam et Ève, etc. Et à l'intérieur, un chapiteau très curieux, que vous voyez à droite, d'un couple sans doute noble, qui se tient la main, et qui pourrait être une représentation d'un couple marié. Dans la deuxième moitié du XIIe siècle, lorsqu'on construit cette église, l'église est en train de créer le sacrement du mariage, c'est-à-dire veut obliger les gens à passer devant monsieur le curé pour être officiellement mariés. Donc on pourrait avoir en plus, à certains endroits, l'écho des pratiques officielles que l'église veut imposer à ce moment-là. Et ça, c'est extrêmement intéressant et c'est très original dans cet édifice. Autre élément aussi qui est très singulier à Artus et qu'on voit très rarement ailleurs, les chanoines se représentent partout. Ici, au niveau du chevet, à côté d'une fuite en Égypte, des personnages qui portent ce qui sont peut-être des pierres. Voilà, c'est peut-être la représentation des chanoines qui bâtissent leur propre église, leur propre Jérusalem céleste.
Voilà, c'est une forme de publicité, si on l'interprète bien. Et à l'intérieur, autre élément original, vous avez des chanoines qui ont la tête dévorée par des dragons, par des monstres, sur un portail qui n'était accessible que par les chanoines. C'est un message à usage interne. Si vous péchez par la pensée en rentrant dans l'église, vous risquez la damnation. Voilà, donc un programme sculpté d'une très grande qualité, d'une très grande complexité. En complément de ceci, on sait qu'évidemment il y avait une église, mais il y avait aussi des bâtiments. On sait par les fouilles et par un certain nombre d'éléments qu'il y avait des bâtis qui ressemblaient sans doute à une abbaye bénédictine classique, avec un dortoir, une salle capitulaire collée au transept, une cuisine sans doute sur le côté opposé, au niveau à peu près de l'ascenseur actuel, et un réfectoire qui devait être du côté opposé. On n'en sait pratiquement rien parce que le bâtiment a beaucoup souffert à l'époque médiévale, fin du Moyen-Âge, à l'époque moderne. Mais on sait, par contre, je vous ai montré tout à l'heure le sondage des années 2000, on sait que tout était en briques, probablement. Donc voici une évocation de ce qu'a pu être le cloître roman, qui est mentionné encore en 1500. Quelque chose, finalement, de très toulousain dans l'ambiance, avec beaucoup de briques. Pourquoi la brique? Parce que ça coûte beaucoup moins cher que la pierre. On a mis tout l'argent pour construire l'église. Il reste quand même des éléments de ce cloître, de ces bâtiments, mais c'est très ténu et très complexe. Sur le mur nord, sur le mur intérieur aujourd'hui, dans le cloître de l'église, il y a plein de trous et de marques et de bosses. Ce ne sont pas des trous de boulins, ce ne sont pas des trous de construction de l'église, ce sont des trous d'adossement et d'insertion d'un certain nombre de choses, et notamment de 3 bâtiments successifs. Un cloître d'époque romane, dont il reste les trous d'insertion de grosses poutres à peu près au milieu, à mi-hauteur de l'édifice, avec une représentation qui existe encore dans l'église. Un cloître du XVIIe siècle, en fait une galerie basse qui permettait aux chanoines de venir à pied sec en temps de pluie pour venir jusqu'au portail principal qui donnait accès au chœur. Et les dernières traces, c'est sur celles-ci que sont appuyés les bâtisseurs du Moyen-Âge pour bâtir aujourd'hui leur échafaudage, qui sont les traces d'une sorte de ferme, d'un bâtiment de ferme qui existait encore dans les années 1960. Autre élément à bien comprendre, ce cloître comme cette église ont été des lieux d'inhumation. On sait que malheureusement ça a pratiquement disparu jusque dans les années 60. On voyait un certain nombre de plaques de tombes, voilà, qui pour la plupart ont été dispersées. Il nous en reste 2 du XVIIe et du XVIIIe siècle. Je vous en ai mis une là à gauche. Et il subsiste également ces 2 trous qu'on appelle des ampheux, qui étaient des emplacements privilégiés pour des sarcophages. Ce sont des tombes là sans doute du XIVe siècle. Autre élément, mais là c'est quelque chose que je ne traiterai pas du tout aujourd'hui, au XVIIe siècle, après les guerres de religion et l'incendie de l'abbaye, les chanoines survivants et leurs successeurs fortifient l'abbaye. Et notamment, voici la première photo prise de l'église en 1890. Les parties hautes de l'église avaient été rehaussées probablement pour des raisons de fortification. On avait transformé l'église en château. Au final, cette église et cette abbaye a donc une histoire longue et extrêmement complexe. Et cette église abbatiale, vous le voyez, même si elle a aujourd'hui fièrement plus de 8 siècles, a et garde encore aujourd'hui les traces de ses fondateurs, une géométrie particulière, un décor très singulier, très original, une grande richesse. Oui, cette vue, elle est là pour... déjà, elle vient de Dole de Bretagne. On remonte là-haut, pas loin de Semenir, là, finalement une boucle temporelle. Et elle est suspendue dans le vide, comme une cathédrale dorée, donc comme une Jérusalem céleste. Et l'idée qu'on travaille sur les traces de ces bâtisseurs, c'est de penser qu'ils construisent la Jérusalem céleste sur terre. C'est pour ça que ça tient aussi longtemps, 800 ans, 1000 ans après, c'est toujours là. Je crois qu'ils ont bâti vraiment de leur mieux, ils ont conçu de leur mieux, et ça nous donne de magnifiques bâtiments comme l'église d'Artous, qu'il est un grand plaisir d'étudier et de venir caresser de temps en temps. Voilà, pour résumer, l'église d'Artous, c'était pour les chanoines du XIIe siècle l'image du paradis sur terre. Mais dans l'attente du vrai paradis, il fallait le bâtir le plus solidement possible et avec une mathématique qui était la mathématique de Dieu, avec une symbolique du chiffre très importante et avec un décor qui était en lui-même tout un programme. Nous vous remercions de votre attention.
Et nous sommes prêts à écouter vos questions si vous en avez. Vous disiez que le pied dépendait donc de Charlemagne et quand il y avait d'autres rois, les valeurs changeaient. Mais ce n'était pas énorme. Non. Alors, on a mesuré la valeur du pied à Artus. Ouais. Chaque petit carré fait 4 pieds de côté et chaque pied fait à peu près 31,26 cm. Le pied de Charlemagne, c'est 32,4. On est très près de la mesure. Ouais. Et 31,26 cm pour un pied, ça fait 12 pouces de 2,61 cm au lieu de 2,69. On n'est pas loin de la mesure. Donc il y avait un pied local qui était un tout petit peu plus petit que le pied de Charlemagne, probablement, si la mesure est juste. D'accord, merci. À ma connaissance, il y a les pieds en région française, suisse, même un peu plus large. On est entre, il me semble, on pourrait dire 28 et 35, 36. On peut avoir un lambda comme ça. Par contre, quand on étudie les mesures égyptiennes, on a des coudées qui vont faire une fois 50 cm et qui peuvent aller jusqu'à 75 cm. Mais là, alors c'est encore tout un travail, toute une interprétation. Mais sur notre sol, on a quelque chose d'assez cohérent. Voilà. Donc pour le XIIe siècle Artus, on est dans les années 1160. On a une mesure qui est quand même très très proche des mesures carolingiennes et voilà, du premier Moyen-Âge. Oui, je voudrais savoir comment il faisait pour retranscrire sur le sol et sur les hauteurs toutes ces dimensions. C'est pas évident de... Non, c'est pas évident. C'est ce qu'on... Alors sur le sol, c'est ce qu'on appelle l'épure. Oui. L'épure, finalement, ce que je fais en petit, oui, voilà. En proportion, je saurais le faire en grand sur le sol. Et en élévation, on retrouve ça, il y a peu de temps, j'étais à Saint-Antoine-l'Abbaye, en Isère, dans les tribunes, triforium, on a des parties où on a des tracés qui sont en place. Dans la cathédrale de Clermont-Ferrand, on a encore sur les dallages différents réseaux qui sont tracés. Donc finalement, c'est quelque part, quand on l'a défini sur le plan, donc là finalement on a dit 4,16, on a 16 pieds non, 24, c'est ça 24 pieds. Pardon, 24 pieds, autant pour moi, 24 pieds. Eh bien, les 24 pieds que j'aurai finalement, ou mes 24 petits rectangles carrés que je vais avoir sur ma feuille, ça va être finalement 24 pieds sur le chantier. Et là, 24 pieds sur le chantier, il n'y a aucun souci, c'est la troisième mesure rouge, là, donc on met 24 pieds sur le chantier. On a, pour ça, on pense qu'ils ont des cordes à mesurer. Donc, Égypte ancienne, tombe de Memna, on doit être en moins 1800 à vérifier, mais on a un déroulé de cordes à mesurer. Aujourd'hui, alors il y a tout j'y vais un petit peu avec des pincettes, quoique, de toute façon on est dans la réflexion, il y a tout un courant qui actuellement refuse les cordes intervalles, refuse ces mesures-là, parce que c'est organisé d'une manière qui est tellement surprenante. Comment penser qu'on puisse avoir d'un côté une lecture avec Phi, un 618, 3,14,16, ce que je vous disais, mon histoire de règles à calcul, il y a des gens que ça dérange, parce que le Moyen-Âge, on a du mal à penser que ça puisse être si beau, aussi subtil, aussi organisé, mais voilà. Mais donc, en tant que praticien, on a monté notre association des joyeux bâtisseurs médiévaux, c'est pas comme ça qu'elle s'appelle, mais en 1990. Donc ça fait quand même 33 ans qu'on se met des fois en danger dans le public en proposant des façons de travailler qu'on espère, qu'on pense à la médiévale. On ne pourra jamais le savoir, on n'a aucune prétention de ce côté-là. Et avant ça, nous avions quelques années de recherche dans plein de cathédrales pour repérer les engins, plein de choses comme ça. Et on bâtit vraiment on bâtit vraiment un échafaudage. Mais au château de Penn, on est à 22 mètres de haut sur des échafaudages. On est vraiment... on a des harnais, on le fait en sécurité. Mais je ne vois pas comment prendre une mesure de là à monsieur là-bas, dans l'espace, avec des piges, des cannes. Voilà, donc ces cordes à mesurer me semblent d'une logique. Par contre, envoyer une corde de l'autre côté de la salle, je me sens de le faire. Alors ça peut être une corde lisse, mais finalement, si les diffractions, c'est quand même drôlement plus pratique. Et si de là à là, je me rends compte que nous avons, entre le bout de la salle et ici, 10 coudées, je vais dire aux ouvriers en bas, il y a
d'y écouter. Et donc, sans parler la même langue, nous allons pouvoir nous parler. Donc ça, donc on pense que, heureusement, ils ont du matériel de géométrie, comme de l'arpentage, ainsi de suite. Et finalement, quand on sait faire ça en plan, on sait le faire aussi en gros sur le chantier. Et après interviennent les fils à plomb, remonter les mesures dans l'espace. Mais ça, c'est le métier. Et quand nous construisons à Artus en cette période-là, on a minimum 2 millions derrière nous. Pour les mortiers de chaux, pour la taille de pierre. Vous voyez, dans cette période Moyen-Âge, on a, et en plus on a de gros rattrapages culturels après l'an 1000. Avant l'an 1000, on avait un petit peu de mal et ce n'est pas si bien traité que ça non plus. Donc en 150 ans, il va se passer un truc sur 30 ans, grosso modo quelque chose d'assez incroyable. Mathématiques, tout ça, je vous disais, la Sorbonne est là, on va rattraper un peu notre retard sur le monde arabo-andalou, sur l'Afrique du Nord, sur une autre partie de notre planète. Et là, on devient très très doué, on va continuer avec le gothique, la Renaissance, ainsi de suite. Mais on a beaucoup de moyens derrière, je pense. Et on bâtit en pierre, et ça s'effondre pas. Et c'est la grosse différence avec le monde arabo-andalou, où il y a de très belles coupoles en bois, mais nous, au Moyen-Âge, on sait bâtir en pierre de taille. Voilà, la différence, elle est là. Donc, de bons géomètres. Oui, pardon. Bonjour à vous. J'aimerais connaître un petit peu comment ça se passait au niveau du recrutement des bâtisseurs, parce que vous disiez ils parlaient plusieurs langues, donc ils venaient pas uniquement de la région, mais c'était assez vaste. Donc je suis assez curieuse. Artus, aucune idée, pas de document. Alors, moi je peux répondre plus généralement. Alors il suffit de les lire, mais on a eu la chance en 94 d'être devant la cathédrale de Chartres avec une cage écureuil et on a vu arriver les 4 personnes qui ont donné un éclairage sur le cahier de Villard-Donnecourt et celui qu'on a actuellement aux éditions Stock. Et c'était, tout le monde la connaîtra, Régine Pernoud, Jean Guimpel, un peu moins connu pourtant au niveau des techniques fantastiques, Alain Erland-Brandebourg, qui était le directeur du musée de Cully, musée du Moyen-Âge, et Roland Bechmann, qui a écrit Villard-Donnecourt et la pensée au XIIIe siècle. Et nous parlions de ça avec ces historiens-là, et eux, comme une grosse partie, il me semble, des historiens d'aujourd'hui, quand nous voulons analyser, et praticiens, donner des éclairages, analyser cette construction Moyen-Âge, à mon avis, 2/3 de nos sources, en dehors de l'archéologie, évidemment, je parle de sources écrites, ce sont les comptes. C'est la comptabilité. Et là, dans la comptabilité, on voit qu'on paye des Bourguignons, des Picards, des Mortelières, on voit qu'ils sont embauchés ou à la semaine, ou à la journée, ou à la tâche, avec les marques, et là, on a une certaine lecture. Et ce qu'il faut se représenter quand il y a cet élan des cathédrales, les équipes locales ne peuvent plus suffire. Parce qu'on est loin de faire que de construire des cathédrales et des églises. On construit des hôpitaux, on agrandit les villes, on reconstruit des ponts, on a une période. En réalité, c'est tout simplement une période de croissance. L'agriculture se porte mieux, on l'a très bien. En bas, dans l'exposition, vous savez, on a les variations climatiques. Regardez bien. C'est ce que disaient des Le Goff, on a une période assez confortable. Certes, il y a une guerre de 100 ans. Certes, il y a des épidémies, mais là-dedans, curieusement, il y a un très grand élan, et donc on a besoin de beaucoup de manœuvres. Donc les ateliers locaux, la plupart des grandes villes ne suffisent plus, ils sont déjà pris de partout, et on fait appel à de la manœuvre qui vient très souvent des campagnes, qui voyage, et quelque part apparaîtrait peut-être le compagnonnage. On a la maîtrise qui est en place, des gens qui viennent qui ne sont pas fils de, qui ne pouvaient pas accéder, c'est les Chartes, c'est les guildes, Ratisbonne, ainsi de suite. On a, comme des castes dans certains pays, et bien là, c'est tenu par les maîtres. Et les compagnons, qui ne sont pas encore les compagnons, il y a pas mal d'historiens qui sont d'accord avec cette proposition-là, disent, nous on vient sur les chantiers avec vous. Mais on ne va pas faire que porter des brancards. On va œuvrer, on va aussi monter vers le ciel.
Donc, quelque part, nous voulons aussi accéder à la maîtrise. Et c'est comme ça que le compagnonnage se mettra en place et qu'on essaime. On essaime, ce ne sont pas uniquement des maîtres comme ça avec quelques cellules. On a quelque chose qui s'agrandit et on continue à voyager de plus en plus. Mais voilà, pour la main-d'œuvre, en tout cas, l'éclairage des comptes de différentes forteresses, de plein d'endroits, est un très très bon indicateur. Et c'est là-dessus que la plupart, on se base. Moi, je me base vraiment là-dessus. Hein. C'est pas complètement une narration, elle est appuyée là-dessus. Voilà. Le problème, c'est que ces contes sont en général du XIIIe au XVIe siècle. On n'en a pas pour le XIIe. Par contre, l'histoire de l'art a démontré, on est très près des chemins de Saint-Jacques, que, alors c'est Martial Durliat notamment qui l'a bien montré, que des sculpteurs se sont déplacés le long des chemins de Toulouse jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. On a une continuité de thématiques, voire de sculpteurs qui a été démontrée. Et pour revenir à l'exemple précis d'Artus, certaines des marques qu'on trouve à Artus se retrouvent à l'abbaye de la Honse, sur l'église de la Honse, à côté de Bayonne, qui est aussi de l'ordre de Prémontré, qui est à peu près contemporaine. Et j'ai trouvé une petite sœur d'Artus qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, qui est en Navarre, qui est un peu plus de 200 km d'ici à vol d'oiseau. Il faudra traverser les Pyrénées. Et qui est contemporaine de celle-ci. Et c'est peut-être exactement le même maître d'œuvre, voire les mêmes tailleurs de pierre qui sont allés de l'autre côté des Pyrénées le faire. Donc c'est une main d'œuvre qui bouge énormément. Est-ce que l'utilisation du nombre phi perdure à l'époque gothique ou jusqu'à quelle période on l'utilise? Ou est-ce que c'est encore utilisé aujourd'hui dans les constructions d'édifices? Oui. Un des débuts assez indéniables en plus, alors vous avez des émissions à peu près sans arrêt là-dessus, c'est la grande pyramide Khéops, et là, ce qu'on appelle la chambre du roi, donc la grande salle funéraire de Pharaon. C'est un rectangle d'or en place, les deux côtés c'est les carrés, c'est exactement ce que je vous dessine. Hein. Le rectangle d'or vient en plan, on relève, on a un carré, du coup ça nous fait un rectangle d'or, un autre, parce que c'est tellement simple finalement à décider, et puis en dehors de cette simplicité, il y a cette beauté derrière là. Donc, Égypte ancienne, moins de 2500 ans, on est tranquille. Et puis, ça continue effectivement allègrement dans les cathédrales gothiques. À la Renaissance, alors là, ça pétille, parce qu'ils parlent bientôt que de ça, et ils fonctionnent beaucoup à ça, à la Renaissance. Et après, alors dans une période un peu plus moderne, l'illustration récurrente, c'est donc Le Corbusier. Le Corbusier qui va remettre, finalement, Le Corbusier, quand vous regardez les petits dessins, il y a le carré avec le rabattement latéral qui va sans doute mettre avec les billets de bleu, et le départ que j'ai fait en disant, ben voilà la méthode euclidienne, qui va mettre avec des billettes rouges, et il va marier les deux systèmes, les deux déclinaisons, et vous savez, il fait une suite avec comme ça, avec des boules qui... on l'a peut-être pas exactement, non, on l'a pas là-dessus, mais avec une croissance et une décroissance. Il a son personnage qui est comme ça en haut, le niveau du nombril est à 1 mètre, alors ce fameux nombre d'or, ou cette perception dorée, à chaque fois qu'on fait les animations, on a, alors là je ne l'ai plus, ici à Artus, je ne l'ai pas fait, mettre planqué sur le côté, et quand on avait quelqu'un qui fait 1,62 m de haut, de taille, on leur demande, est-ce que vous consentez à ce qu'on... voilà, on fait attention, le nombril, à quelle altitude se trouve-t-il? Et immanquablement, il est à 1 mètre. On a notre nombril qui est à 1 mètre, et ici, on a 0,62. Donc on l'a sur nous, et j'ai de temps en temps des frayeurs quand il y a un adolescent, adolescente, ou la croissance, mais généralement, on a vraiment ce module-là qui est en place. Et on l'a dans la nature, que ce soit le chou romanesco, c'est pas mal d'endroits dans la nature. Et il y a des myriades de choses dans la nature où il n'y a pas non plus de nombre d'or. Hein. Je ne cherche pas du tout à vous mettre du nombre d'or partout. Et Ricciotti en parle aussi, l'utilise aussi. Et il y a un truc assez étonnant, c'est Norman Foster, c'est le viaduc de Millau. Le viaduc de Millau, et Norman Foster, il décrit, alors là on enjambe le Tarn, hein, on a un ouvrage assez fabuleux,
Et lui, alors on va rejoindre les nombres, lui voulait avoir de mémoire, il me semble c'est 5 ou 7, c'est 7, voilà. Il voulait avoir 7 piles de nouveau, parce qu'on a beau être, alors c'est pas on a beau, ils sont ingénieurs, architectes, et dans ce grand module qui va se dérouler dans l'espace, la volonté de Norman Foster est de dire, ben moi en tout cas, j'ai envie d'avoir 7 piliers, puisque on a vu ce que représentait le nombre 7. Et en lisant, voilà, et en lisant Norman Foster, il dit, moi j'avais cette volonté-là. Je suis avec un nombre impair, j'enjambe le Tarn à un endroit, finalement c'est un peu plus large. Et avec le recul, quand j'ai analysé mon plan, je me suis rendu compte qu'au milieu, j'avais un rectangle d'or. Alors on en pense qu'on en peut. J'aurais trouvé que ça serait plus intéressant peut-être de dire, dès le début, j'ai voulu un rectangle d'or, tatam. Il le présente comme ça. Mais par contre, dans sa description post-réalisation, il va dire, eh bien écoutez, j'avais prévu ça, et finalement, je me retrouve encore avec ce rectangle d'or qui est cet endroit-là. Et alors des cas beaucoup plus sur lesquels il faudrait travailler un peu plus, mais il y a tellement de monde qui a dit ça à l'époque. Quand François Mitterrand a voulu le grand chantier avec l'arche de la Défense, les alignements, c'est un gigantesque rectangle d'or, c'est implanté, semblerait-il, à la date de naissance de François Mitterrand, et on part vers tout un autre registre qui est quelque part d'avoir un lieu qui soit en place à un moment, avec, est-ce que c'est un gnomon planté, des ombres portées? Les ombres que nous avons dans la cour en ce moment ne sont pas les mêmes que les ombres du 10 juillet. Voyez, et donc, c'est aussi une proposition. Mais voilà, dans toutes ces propositions, ce qui traverse le temps, c'est ce nombre d'or. Peut-être qu'il serait temps d'inventer autre chose, mais il y a plein d'autres choses qui sont inventées. Mais quelque part, on n'a pas trop le choix. Et alors, c'était les travaux des Bosquedon, avec Isidore, prêtre ouvrier, que j'ai beaucoup fréquenté, mais là, c'est même pas les siens, mais ils sont nombreux les chercheurs, comme nous ici, qui nous succédons. Eh bien, il y a tout un registre avec notre champ de vision, le champ de vision humain, et nous aurions dans rétine, cornée, pupille, quelque part, nous, on voit toujours des cercles. On voit une ordonnance d'ailleurs, on l'a à gauche là, on a ces fameux cercles, voilà. Eh bien, on aurait une proportion dorée ou une attirance un peu naturelle vers ça. Et dans un sens, je trouve ça presque rassurant. Parce qu'avoir des perceptions comme ça, c'est une notion d'harmonie, quelque part, c'est aussi intéressant. Il ne faut pas se focaliser complètement là-dessus, mais c'est une des très très belles composantes pour moi. Et je me pose quand même une question. Comment un maçon du XIIe ou du XIIIe siècle peut accéder à des connaissances mathématiques de ce niveau? Est-ce que c'est des connaissances empiriques? Est-ce que c'est de la passation de... Là, on renvoie à Villers-de-Neucourt, qui est le seul carnet d'architecte qu'on possède. Il passait d'un chantier à l'autre et il se transmettait cette connaissance, y compris mathématique, sur les chantiers. Donc là, on en a une preuve écrite. Voilà, et on sait ensuite, Pascal a dit, que les universités ont transmis ensuite de manière plus formelle ces savoirs mathématiques. Dès le Xe siècle, le pape de la Mille apprenait les maths et l'arithmétique en même temps que la musique. Donc il y a eu une transmission qui se faisait par écrit, surtout par oral. Quand on étudie cette période Moyen-Âge pour la construction, cette question-là, précisément, c'est assez troublant parce qu'on a une grue orientable, elle est décidée par Vitruve. Et quand moi je travaille sur la construction romaine, j'accède directement aux 10 livres d'architecture de Vitruve. Donc j'ai une somme de connaissances gigantesque. Et effectivement, au Moyen-Âge, je vais avoir le carnet de Villers-de-Neucourt avec ses 37 feuillets, je crois, la rectitude des pinacles de Roxixer, et encore, il doit arriver plus tard, les carnets de Hansamer, enfin encore plus tardifs. Donc c'est assez troublant. Mais il ne faut pas oublier, je l'ai un peu dit pour la Sainte-Chapelle, je ne l'ai pas assez dit, mais on est une période où il y a tellement de travail et ainsi de suite qu'on voit apparaître vraiment, je pense, des concours.
Et on a cette période où on fait cheminer plus l'oral. Je pense qu'ils savent complètement lire, écrire, faire des plans, ainsi de suite. Mais tout ça, ça semble un peu planqué, peut-être, comme les concours d'architecture aujourd'hui. Ça va être jamais dévoilé avant. Et on fait toujours des maquettes, donc il y a une partie qui est un peu fermée, couverte. Civilisation romaine, on a un empire, on a des légions, des cohortes, et allez, on y va joyeusement, on n'a rien à protéger, hein. On est les rois du monde, on a un empire gigantesque. Là, au Moyen-Âge, on est avec des chantiers, des régions. Si je ne suis pas bien payé dans cette région, d'ailleurs c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'étais à Toulouse et je viens travailler ici parce que je suis mieux reçu, je suis bien payé, je me régale, ainsi de suite. Et vous voyez, donc, quelque part, c'est assez troublant ce Moyen-Âge parce qu'on a peu d'éléments. Ce qui nous laisse, il n'y a qu'à voir la vue de Thierry de Chantry quand il reprend l'élévation de la cathédrale de Rouen. Oui, c'est Rouen. Que ce soit celle-là ou l'autre, c'est merveilleux, ça pétille de partout. Donc, c'est des experts quelque part. Et sur le chantier, pour prendre le bas de la question, si j'ose dire, le maçon qui est sur le chantier, eh bien, mon histoire de carré divisé par 2 qui fait un rectangle d'or, il mettra pas longtemps pour l'apprendre, hein. Et ça, on se le passe, c'est vraiment l'habitude de la géométrie. Après, voilà, quand on voit les ordres monastiques, mon collègue en a cité quelques-uns, il y a voilà, Bédé le Vénérable, par exemple, ils sont pleins à travailler sur les textes grecs, savoir, c'est d'ailleurs un problème qu'on a. Quand nous, on commence à parler de ça, nos détracteurs nous disent, mais qu'est-ce qui vous dit que, certes, ils lisent les textes arabes, mais sur le chantier, qu'en est-il? Voilà. Cependant, quand on voit ceux qui les amènent, on peut penser que ça doit transiter ou que les savants viennent d'ailleurs. Ces chantiers du Moyen-Âge, les maçons, les tailleurs de pierre, les œuvriers, c'est un terme, voilà, les ouvriers du Moyen-Âge, sont presque le roi du monde à ce moment-là. Quand on est capable de bâtir une cathédrale et de monter une flèche à 100 mètres selon les endroits, les ouvriers, on est quelques-uns à penser, il y a encore à travailler là-dessus, ils savent se vendre. Hein. On n'est pas une période où on est corvéable à merci. Hein. La cathédrale, et si les chantiers ne sont pas livrés, c'est parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer les bâtisseurs. On est vraiment à une période comme ça. Après la Grande Peste, ça va être complètement râpé. La moitié de l'humanité, de l'Europe, voilà, va être décimée. C'est la construction du collège toulousain, où la moitié de la main-d'œuvre sont des femmes, mais c'est une assiette de soupe, on doit remonter la société, et là, il n'y a plus d'argent, et c'est un peu la calamité. Et le truc assez fantastique, c'est qu'en période romane et en période gothique, il y a tellement d'économies que les bâtisseurs, on pense qu'ils vivent quand même pas si mal. Et par contre, ça va s'écrouler après la grande peste de 1347. Et nos amis historiens un temps, Jose, ont décrit complètement l'inverse. La période, alors on est à la fin du Moyen-Âge, on est d'accord, mais on a continué là-dessus en disant le Moyen-Âge c'est une catastrophe, vous savez bien comment il a été décrit, maintenant on sort de ça. Mais voilà, c'est pour ça que c'est si difficile peut-être à étudier cette période, mais aussi que c'est si intéressant. Donc c'est pour ça que moi je continue dans cette période-là très volontiers. Voilà. Oui. En réalité, quand on étudie un peu le détail, on a des textes absolument incroyables. Ils n'étaient pas plus bêtes que nous, vraiment. Le smartphone et la télé à moins. C'était peut-être pas plus mal. Après, effectivement, leur rapport à l'écrit était différent, donc ils faisaient plus appel à la culture orale, à la mémoire. Mais en réalité, quand on lit les textes, je vous parlais tout à l'heure de l'évêque de Mende, Guillaume Durand, c'est savantissime. C'est savantissime. Et c'est un savoir qui se transmettait clairement. Donc aucun problème pour admettre qu'il y avait un savoir géométrique qui passait d'un chantier à l'autre et qu'on peut avoir à Artus, au milieu de nulle part, une église qui est d'une très grande qualité géométrique et de construction. Voilà. Sauf que ce n'est pas une main-d'œuvre locale, probablement, qui a conçu ce programme et qui l'a en partie réalisé. Vous pouvez nous dire d'où proviennent les pierres et les briques d'Artus? Oui, alors ça je vais répondre parce que j'ai travaillé dessus. Pour ceux qui connaissent Hastingues, la colline qui supporte la bastide de Hastingues, il en manque à peu près un tiers. Et lorsqu'on est sur le flanc
sud, c'est-à-dire côté abbaye, on voit qu'il y a un immense front de taille. Pendant des siècles, en fait, on a extrait à cet endroit-là une pierre calcaire. Et cette pierre calcaire, on a pu faire l'analyse géologique, c'est celle qui a servi à bâtir l'abbaye. Et j'ai également retrouvé probablement un chemin fossile qui va du pied de la Bastide jusqu'ici, ça fait 1,6 km à peu près. Donc vraisemblablement, la Bastide, qui a été fondée sur des terres de l'abbaye, à l'emplacement d'une grange, c'est la carrière de pierre qui a servi à bâtir l'église. 1,5 km. La carrière d'argile, en fait, elle existe encore, elle est dans un bois juste derrière ici, à 400 mètres. Et même chose, il y a un chemin fossile qui va de cette carrière jusqu'ici. En fait, les chanoines qui se sont installés ici ont cherché l'eau, c'est le ruisseau qui passe ici en dessous, encore aujourd'hui. La terre, elle est à quelques centaines de mètres, et la pierre, elle est à moins de 2 km. L'installation s'est faite aussi en fonction des matériaux. Et là, aucun problème, c'est identifiable. Je vous propose d'en rester là. Je vous remercie pour votre attention et je veux vous inviter maintenant, si vous le souhaitez, à aller voir les ateliers des bâtisseurs du Moyen-Âge dans la cour pour poursuivre la conversation. Merci à tous.